Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. Une nouvelle accusation vient de faire surface aux États-Unis qui risque de dérailler la présidence de Donald Trump. Et une fois de plus, on évoque à Washington le spectre d'impeachment. Il a récemment été rapporté dans les médias américains qu'un lanceur d'alerte au sein de la communauté du renseignement américain avait déposé une plainte que le chien de garde de la communauté du renseignement, l'inspecteur général, avait qualifiée d'urgente et digne d'informer le Congrès. Le directeur national des services de renseignement, nommé par Trump, a décidé de ne pas informer le Congrès. Apparemment, après s'être engagé avec la direction du ministère de la Justice. Cela vient de conduire à des accusations selon lesquelles les personnes nommées par Trump, et peut-être même Trump lui-même, pourraient être en train d'obstruer la justice afin de dissimuler des actes fautifs flagrants commis par Trump lui-même. En parallèle, il a été aussi rapporté que Trump et son avocat personnel Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, avaient eu de nombreux contacts avec le nouveau président de l'Ukraine et ses proches conseillers, et que ceux-ci étaient encouragés, voire soumis à des pressions, afin d'enquêter sur les activités commerciales en Ukraine du fils du candidat démocrate à la prochaine présidentielle, Joe Biden. Dans la foulée, l'administration Trump vient également de suspendre 250 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, citant la corruption. La spéculation selon laquelle toutes ces choses sont liées risque de dresser un portrait accablant. Trump devrait-il s'inquiéter? Ou est-ce juste une autre tentative par les ennemis de Trump pour saper sa présidence? Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Mark Ruskin, ressortissant français, a passé 20 ans en tant qu'agent spécial du FBI, pour lequel il a reçu 5 éloges, également ancien procureur de district adjoint à Brooklyn, New York. Il est l'auteur du livre The Pretender, My Life Undercover for the FBI chez Thomas Dunn Books. Bienvenue à l'émission, Marc. Bonjour, Rachel. Alors, le grand sujet aux États-Unis cette semaine qui préoccupe Washington, c'est le fait que les démocrates viennent de lancer une enquête formelle pour impeachment contre le président Donald Trump. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tandis que eux, ils appellent ça une enquête formelle pour un impeachment, c'est actuellement juste plutôt pour le spectacle, la façon qu'ils ont fait ça, parce que la Constitution est très claire dans cette histoire, c'est que pour qu'il y ait une enquête pour un impeachment, il doit d'abord avoir une vote de tous les députés qui doivent voter pour commencer une enquête. Alors le fait que Nancy Pelosi annonce une enquête formelle, ou le fait que Gerald Nadler, qui est le chef de la comité judiciaire des députés, annonce une enquête, ça veut actuellement au niveau juridique, ça veut rien dire, parce qu'ils n'ont pas voté. Alors c'est du théâtre, c'est ça? C'est du théâtre. C'est du théâtre, et je crois que c'est fait en partie, c'est pour Nancy Pelosi fait ça pour à contenter pour le côté extrême, plutôt gauche de la partie démocrate, parce qu'eux, ils veulent qu'elle fasse quelque chose. Alors, elle annonce, elle fait du bruit, et il y a des articles qui sont dans les médias, mais au niveau réalistique, ça ne veut rien dire. Alors, que pensez-vous de cette histoire impliquant l'Ukraine et Donald Trump? Bien, la réaction a été par les députés a été trop rapide, parce qu'ils ont réagi sans vraiment
prendre le temps, même pas quelques jours. Justement, il y a le fait qu'il y a ce chien de garde qui a reçu une plainte de la part d'un membre de la communauté de renseignement américain. Et lui, il a trouvé la plainte assez urgente pour recommander que ça soit divulgué au Congrès américain. Alors, vous avez travaillé vous-même au sein du communauté de renseignement américain, avec la police fédérale américaine. Que sait-on de son rôle, le rôle de ce monsieur-là qui apparemment, qui était censé l'envoyer, envoyer la plainte du lanceur d'alerte au Congrès et qui était bloqué? Là, il faut examiner... Il faut examiner les mots qu'il a utilisés et pourquoi il a utilisé ce mot. Alors, oui, c'est vrai que si la plainte est urgente, il a une obligation à le transmettre au Congrès. Et je crois que c'est justement seulement pour cette raison qu'ils ont utilisé le mot urgente. Parce que si c'est pas urgent, il n'y a pas d'obligation de le passer au Congrès. Au contraire, l'obligation est de d'abord mener une enquête pour voir si c'est sérieux, si c'est crédible, et si c'est urgent. Et de mon point de vue, avec mon expérience en travaillant dans des affaires fédéraux, je dirais que ce n'était pas du tout urgent. Parce que quand on parle de quelque chose qui est urgent, qui doit être tout de suite transmis au Congrès, on parle de peut-être un acte de terrorisme imminent. Peut-être si le Congrès n'agit pas le prochain jour ou ce jour même, que ça va être quelque chose de catastrophique va passer, ou un attentat, ou un coup d'État, ou quelque chose qui vraiment demande une réaction immédiate. Mais même si on accepte que tout est vrai dans les accusations qui ont été faites par le lanceur d'alerte, acceptant tout comme vrai, c'est très difficile, je dirais, de pouvoir articuler l'urgence. Mais on devrait quand même, mais on voit quand même que le chien de garde du communauté de renseignement, qui est censé de prendre des décisions par rapport à de telles plaintes, a qualifié cette plainte d'urgente lui-même. Alors, c'était à son avis apparemment que c'était considéré une affaire urgente et qu'il fallait immédiatement le divulguer au Congrès. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on peut faire confiance à son jugement? Justement, c'est ça ce que moi je dirais que peut-être dans cette affaire, le jugement n'est pas correct. Jusqu'au présent, j'ai pas écouté quelqu'un m'expliquer pourquoi c'était urgent, au point que ça doit être transmis au Congrès. C'est difficile à voir l'urgence parce que il y a aucune conséquence d'attendre une semaine, 2 semaines, un mois même. C'est pas comme si le président des États-Unis était en train de demander au président de l'Ukraine de lancer une armée contre un autre pays dans 3 jours et qu'il fallait que le Congrès intervienne tout de suite. Mais pour qu'il y ait une urgence, il faut pouvoir expliquer avec des mots raisonnables, articulés, quelle est l'urgence. Et personne n'a vraiment réussi jusqu'au présent. Alors, et justement, on ne sait pas précisément ce qui est dans cette plainte non plus. En revanche, il y a des reportages qui sont sortis dans la presse américaine qui lient cette plainte du lanceur d'alerte à un autre phénomène, un autre fait, et c'est celui des appels, des contacts entre le président américain Donald Trump et la présidence ukrainienne. Et le fait que Donald Trump lui-même a avoué qu'il a eu de tels contacts et qu'il a évoqué le spectre de la corruption ukrainienne. Et dans la foulée, il y a aussi le fait qu'il y a des aides militaires pour l'Ukraine, destinées pour l'Ukraine, qui étaient suspendues. Alors, dans tout cela, il y a cette supposition qu'il y a eu une pression de la part de Donald Trump sur la présidence ukrainienne afin de, disons,
trouver des éléments qui pourraient nuire à son opposant politique Joe Biden lors de la prochaine campagne présidentielle, avec peut-être cette idée de chantage, de retenir ou de soustraire l'aide promise s'il ne coopère pas. Alors, en quoi est-ce que tout cela est problématique, à votre avis, en tant qu'expert judiciaire américain et en tant qu'ancien agent spécial de la FBI qui enquête sur de telles choses? Bien, comme enquêteur, quand on mène une enquête, une des choses que chaque fait qu'on trouve, chaque fois qu'on trouve un autre bout d'évidence qui est importante, on fait ce qu'on appelle un timeline. On regarde exactement quand une personne a fait telle et telle chose, quand est-ce que cette conversation a passé, et c'est très important et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps nécessaire pour bien enquêter avant de commencer à faire des conclusions. Parce que, apparemment, c'est pas du tout clair quand le président Trump a fait a arrêté les fonds d'être transférés à l'Ukraine. Et il y a si on regarde bien, c'est très possible que c'est passé quelques jours avant la conversation. Alors, si on trouve au cours de l'enquête que c'était avant la conversation qu'il a eue avec le président, on peut dire que dans ce cas-là, que ça n'a rien à voir avec la conversation, parce que ce serait pas logique que le président d'abord il met un freeze sur le transfert d'argent et qu'après 2-3 jours plus tard, il parle avec lui, il lui fait une demande. Alors, il faut que tout soit très clair sur le timeline avant qu'on commence à lancer des accusations. Et le fait que le président demande, il faut pas oublier que Trump n'a pas demandé au président de l'Ukraine de commettre un crime. Il ne lui a pas demandé de cacher un crime ou de ne pas enquêter sur un crime. Au contraire, ce qu'il a demandé, c'est qu'une enquête soit menée pour déterminer si un crime avait été commis. Alors, c'est difficile de trouver qu'est-ce qu'il y a de problématique avec ça. Mais il y aura des gens quand même qui vont se dire, OK, c'est le président américain qui fait face à un concurrent qui risque de le faire éjecter du pouvoir lors de la prochaine élection. Et c'est cette personne-là qui est évoquée par le président lors de ces conversations sur peut-être la corruption en général, mais c'est le nom de Joe Biden ou de son fils ou des deux qui sont pondus lors de ces conversations. Alors, n'est-ce pas quand même problématique l'utilisation du pouvoir du président afin de pouvoir mettre la pression par rapport pour dénicher des faits, des évidences contre son opposant politique? Bien, une chose, d'abord, il y a peut-être que oui, peut-être que non, mais il y a beaucoup d'opposants politiques, et si l'opposant a commis des crimes ou si son fils a commis des crimes, c'est peut-être pas idéal, mais le fait que le Trump, même si c'est, même regardant de la façon le pire pour Trump, c'est tout de même pas un crime de demander qu'on mène une enquête. S'il avait demandé d'arrêter une enquête, s'il avait demandé non, je veux pas que vous enquêtez ça, ou je veux pas que un tel devient inculpé, mais simplement de demander de mener une enquête indépendante contre un individu ou son fils qui est son principal opposant lors de l'élection présidentielle. Mais l'autre chose, c'est que n'est-ce pas contre la loi aux États-Unis de solliciter une assistance quelconque de la part d'un pays étranger pour des fins politiques personnelles? Ouais, si c'est uniquement pour des fins politiques personnelles, on dirait oui. Peut-être, ce serait. Je ne crois pas que ce serait un crime. Ce serait peut-être. On pourrait dire que c'est quelque chose qui est dubious, ethically dubious. C'est louche alors. Sur le plan éthique, c'est louche. Mais il y a une différence entre louche et un crime. Illégal. Ah bon? Illégal, quelque chose qui est illégal. Et
le fait de demander des assistances d'un pays à un autre, je crois qu'entre les présidents et les premiers ministres de tous les pays, ils sont en train de s'appeler globalement tout le temps en train de se demander de les aider les uns les autres. Et moi-même, en capacité de attaché juridique à l'ambassade des États-Unis en France et en Argentine et à Paraguay, Uruguay. Ça, c'était mon travail. En principe, on faisait des échanges d'informations entre les services de police nationale et le service de renseignement des pays. Et nous, on demandait aux Argentins de nous aider à mener des enquêtes. Eux, ils nous demandaient à nous pour de l'aide. Okay, alors, la question maintenant, c'est pourquoi est-ce que Trump n'a pas demandé au FBI de faire ce travail? Pourquoi est-ce que lui, il a fait passer l'appel lui-même pour mettre dans sa bouche lui-même le nom de son principal opposant de la prochaine élection présidentielle? Pourquoi ne pas donner tout ça au FBI pour enquêter? D'abord, on ne sait pas que le FBI ne mène pas une enquête. I mean, c'est fort possible que l'attaché juridique du FBI, s'il y a un qui est en Ukraine ou sinon s'il y a un qui est dans un pays proche, parce que parfois ils sont pas basés dans le même pays, c'est fort possible qu'ils sont en train de mener une enquête ou qu'ils ont fait des demandes. Et que nous, on n'est pas au courant, parce que normalement, les enquêtes du FBI sont menées dans une manière confidentielle, et c'est pas public. Mais c'est aussi, si c'est quelque chose qui est au niveau des présidentielles, de président à président, et ça implique un ex-vice-président des États-Unis, ça monte à un niveau plus élevé. Alors, moi, je parlais de les enquêtes que moi j'ai menées comme ça dans des ambassades, mais parfois si c'était quelque chose de plus important, c'était pas moi ou mon collègue, mais c'était, disons, peut-être l'ambassadeur qui allait parler avec le ministre du pays où on était, si c'était quelque chose de plus important. Et si c'est même plus important que ça montre à un niveau même plus haut, alors que ça peut finalement arriver à un niveau que c'est entre présidents qui se discutent, parce que c'est d'une telle importance que ça arrive au niveau le plus haut possible. Alors, le président Donald Trump a dit tout juste récemment qu'il a autorisé la divulgation de la transcription de l'appel entre lui et le président de l'Ukraine, qui pourrait mettre un peu de lumière sur tout cela. Il craignait, il disait, de faire cela, justement parce qu'il craignait que ça fixerait peut-être un précédent par rapport à des conversations antérieures entre d'autres présidents ou vice-présidents américains et des autres chefs de pays étrangers, ce qui pourrait intéressamment inclure Joe Biden en tant qu'ancien vice-président américain lors de la présidence de Barack Obama. Est-ce que cela veut dire que peut-être Donald Trump, en fixant ce précédent, pourrait aussi autoriser la divulgation des transcriptions d'appels entre Joe Biden et peut-être chef de pays d'Ukraine ou de la Chine, par exemple? Oui, que je comprends bien, que si Trump pourrait divulguer des conversations qui ont eu lieu entre autres acteurs, Biden, oui, et d'autres chefs de pays. Lorsque lui, il était vice-président américain. Ça serait super difficile parce que sans qu'il y ait une enquête contre peut-être ça dépend s'il y a une enquête qui est ouverte contre Biden, mais sans qu'il y ait une enquête ouverte sur la Maison Blanche de Obama et Biden, ça serait, je crois que ce serait très très difficile pour que le président ordre à des
des conversations enregistrées ou des transcrits des conversations qui ont eu lieu il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais afin de justifier ces inquiétudes, parce que Trump, aujourd'hui, lui, il dit que la raison pour laquelle il a même évoqué le nom de Joe Biden et de son fils, c'était parce qu'il y avait des affaires louches. Il les accuse d'affaires louches. Alors, s'il y avait des transcriptions d'appels entre Biden et d'autres chefs d'État qui pourraient peut-être mettre un peu de lumière sur ce qu'il décrit comme louche aujourd'hui, peut-être ça pourrait servir. Mais est-ce qu'il ira jusque-là? C'est ça la question. Est-ce qu'il pourrait être autorisé en tant que président américain d'aller jusque-là? Ou est-ce qu'il y a des contrôles sur ce qu'il peut faire? Je crois que réalistiquement, il faudrait que la ministère de Justice, que Barr, le ministre de Justice, ou que le FBI mène une enquête contre Biden et s'il y avait une enquête officielle qui a été ouverte ou contre le fils, contre Hunter Biden, son fils. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a une enquête contre soit l'un ou l'autre? Ça, c'est quelque chose que, comme on a discuté avant, les enquêtes du FBI, normalement, sont confidentielles. Parce que, et c'est important pour que la justice marche correctement, parce que s'il y a une enquête contre quelqu'un et à la fin de l'enquête, les procureurs et les enquêteurs trouvent qu'il n'y a pas de preuves, c'est mieux. On ne veut pas que la réputation de quelqu'un qui est innocent soit mise en cause pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Alors ça, c'est une autre raison que c'est important que ce soit confidentiel. Et s'il y avait une enquête de ce genre, c'est possible que à la fin à un certain point que des preuves deviendraient publiques. Mais pour que le président, mais jusqu'au présent, le président, on peut penser ce qu'on veut penser de lui, mais il est quand même assez malin pour s'il fait des gaffes, c'est pas des gaffes au niveau que ça va vraiment de désister du pouvoir. Oui, mais pas encore au moins. Et on voit aussi en ce moment l'avocat personnel de Donald Trump, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, faire le tour de tous les plateaux en exhibant une certaine hystérie. C'est assez intéressant, ces interventions récentes. Pourquoi est-ce que le rôle de cet avocat personnel de Trump, de Rudy Giuliani, serait-il problématique? Il y a des gens qui disent qu'il y aura peut-être des troubles pour lui. Giuliani explique la raison que lui, il est en train de travailler sur cette histoire. C'est parce que le procureur qui a été démissionné, apparemment, en acceptant comme vrai, alors je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais les accusations contre Biden, c'est qu'il a parlé au président antérieur de l'Ukraine pour que le procureur qui était en train d'enquêter sur son fils soit démissionné et qu'un autre procureur qui a remplacé le procureur que Biden voulait qu'il soit remplacé, le nouveau enquêteur a fermé une enquête sur des concurrents, pas seulement sur Biden, mais aussi sur des sociétés anonymes qui travaillaient avec le fils de Biden. Et justement, pourquoi est-ce que Rudy Giuliani s'y mêle? Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore, on revient à la même question, pourquoi est-ce que ce n'est pas le boulot du FBI? Pourquoi est-ce que Rudy Giuliani, du coup, voyage en Ukraine, parle avec l'entourage du nouveau président Ukraine pour parler de la corruption, pour parler de Joe Biden? Lui-même, il avoue sur les plateaux que lui, il défend Donald Trump, il défend les intérêts de Donald Trump. Mais
Donald Trump, c'est plus un citoyen privé, quoi. C'est le président des États-Unis. Il y a la police nationale et d'autres services pour défendre les intérêts du président américain. Alors, que fait Rudy Giuliani pour s'y mêler de tout ça? Est-ce que vous le connaissez, j'imagine, parce que vous étiez au FBI à New York et aussi vous connaissez un peu la personnalité de Giuliani. J'ai du mal à comprendre ce qu'il fait. Je crois que l'argument, et je ne défends pas l'argument, mais l'argument qu'il fait, c'est que Trump est accusé, il est souvent accusé au niveau officiel par des concurrents de l'opposition, mais qu'il est aussi accusé d'une façon s'il y a un impeachment, ça lui affecte au niveau personnel et au niveau officiel. Alors pour les derniers 3 ou 4 ans, au cours de l'enquête de Mueller, il y avait le président qui était défendu au niveau officiel par la ministère de Justice et le ministre de Justice, et en même temps, ses propres avocats, Giuliani et Jay Sekulow, qui sont des avocats privés, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'ils sont en train de travailler pour défendre le président, mais pas tellement dans sa capacité comme président, mais dans sa capacité dans laquelle il est accusé d'avoir... il a été enquêté plutôt, pas vraiment... Finalement, il n'était pas accusé, mais il a été enquêté pour des possibles crimes. Alors, quand il y avait l'enquête pour voir s'il était en train de travailler ou si sa campagne électorale était en train de travailler avec des officiels russes, ça c'est plus officiel. Maintenant c'est une accusation contre lui en capacité de privé. Alors l'argument, ce serait que pour bien se défendre, il a alors besoin des avocats privés et des avocats du gouvernement. Et chaque équipe a un boulot qui est un peu différent. Alors, c'est bien une affaire à suivre parce que cette situation progresse très, très vite. Mark Rustin, ressortissant français et ancien agent spécial du FBI et également ancien procureur de district adjoint à Brooklyn, New York. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Rachel, c'est toujours un plaisir de discuter également avec vous. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur désordmondial.com ou sputniknews.com.